Je m'appelle Hélène Dubois et j'ai 67 ans. Je suis une institutrice à la retraite et je vis dans la petite ville de Val-des-Lavandes, en Provence. Mon mari, Raymond, est décédé il y a 3 ans, me laissant sa maison et des économies confortables provenant de sa petite entreprise d'ébénisterie. Nous avons une fille, Valérie, qui travaille comme caissière dans un supermarché et vit avec son mari, Fabien. J'ai aussi un petit-fils, Émilien, qui a 19 ans et qui est en première année d'IUT. Ce jeudi après-midi-là, j'avais rendez-vous avec Simone Martin, ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. Simone était factrice avant de prendre sa retraite. Elle connaissait la moitié de la ville de Vue et était toujours au courant des dernières nouvelles. Nous avions convenu d'aller au cinéma pour voir un nouveau film romantique qui passait dans l'unique salle de notre ville. Simone faisait partie de ces rares amis avec qui l'on peut s'asseoir en silence sans se sentir mal à l'aise. Quand Raymond est mort, c'est elle qui s'asseyait avec moi dans la cuisine durant ces soirées interminables où la maison semblait trop grande et vide. Elle ne donnait jamais de conseils stupides comme « le temps guérit tout » ou « la vie continue ». Elle était juste là, et cela m'aidait plus que tous les mots du monde. « Hélène, tu es prête à verser une larme ?» me demanda Simone lorsque nous nous sommes retrouvés à l'entrée du cinéma. Elle portait son cardigan bleu préféré, qu'elle avait depuis 5 ans, et tenait un grand sac d'où dépassaient les coins de quelques mouchoirs. « Toujours », ai-je répondu en achetant les billets. Mais essayons de ne pas avoir les yeux tout bouffis comme la dernière fois. Le cinéma Le Capitole avait été construit dans les années 1950 et n'avait pratiquement pas changé depuis. Des sièges en velours rouge usés par le temps, de lourds rideaux aux fenêtres et une odeur de vieux bois. J'aimais cet endroit précisément pour son immuabilité. Dans un monde où tout change constamment, il est agréable d'avoir quelque chose de stable. La billetterie était minuscule et les billets étaient vendus par Rosalie, une jeune fille de 17 ans, la fille du propriétaire. Elle était en terminale et travaillait à temps partiel le soir. « Madame Hélène, les places habituelles ?» demanda-t-elle, sortant déjà les billets pour le 7e rang, au milieu. « Bien sûr, ma chère. » Simone et moi nous asseyons toujours aux mêmes places. C'est une habitude que nous avions développée au fil des années. Le film était exactement ce à quoi nous nous attendions. Une belle jeune fille d'une famille modeste, un fiancé riche, des obstacles, des larmes et des retrouvailles à la fin. L'histoire était banale, mais elle était filmée avec âme. Le personnage principal me rappelait moi-même quand j'étais jeune. Les mêmes yeux sombres, le même froncement de sourcils obstinés quand elle était en colère. Simone a vraiment sangloté pendant les moments les plus dramatiques, et j'ai secrètement essuyé mes larmes. À notre âge, des histoires aussi simples sont particulièrement émouvantes. Peut-être parce qu'on comprend la valeur du simple bonheur humain, qui semble aller de soi dans la jeunesse. Quand le héros a finalement retrouvé sa bien-aimée après une longue recherche, Simone a sorti 2 mouchoirs de son sac, un pour elle et un pour moi. Nous sommes restés assises à pleurer tranquillement dans le noir, et c'était bon. Parfois, il faut pleurer pour se sentir soulagé. « Il joue si bien », murmura Simone. « On s'y croirait. » « Oui », ai-je acquiescé. Les jeunes acteurs sont si talentueux de nos jours. Après la séance, nous sommes sortis lentement du cinéma, en prenant notre temps et en profitant de la douce soirée. Il faisait encore jour, le soleil commençant à peine à descendre vers l'horizon. Notre ville se transformait le soir. Les ombres dures de la journée s'adoucissaient et l'air s'emplissait du parfum de jasmin des jardins. « Allons prendre un café », suggéra Simone. « On pourra discuter du film. » Bonne idée. Nous sommes allés au café de la place, au coin de la place principale. C'était toujours calme là-bas, avec une musique douce et un café préparé par la propriétaire, Marie, qui connaissait les goûts de tous ses habitués. Marie était une femme replète d'une 50aine d'années, aux yeux perpétuellement fatigués, mais elle savait créer une atmosphère de confort familial dans son établissement. Madame Hélène, Madame Simone, nous salue ATL. Les 2 expressos habituels et des croissants, ai-je demandé en nous asseyant à une table près de la fenêtre. Nous considérions également cette table comme la nôtre. De là, nous avions une bonne vue sur la place où les jeunes se rassemblaient le soir, les enfants jouaient et les hommes plus âgés discutaient de football et de politique. « Tu sais, ce film m'a rappelé ma jeunesse », dit Simone en remuant le sucre dans son café. « Tu te souviens comment nous rêvions de princes sur des chevaux blancs ?» C'est vrai, ai-je reconnu. Même si mon Raymond ressemblait plus à un camion bleu qui livrait des meubles. Nous avons ri. Simone savait toujours remonter le moral, même lorsque la conversation tournait à des sujets tristes. Elle ne s'était jamais mariée, disant que tous les hommes de notre ville étaient trop ennuyeux pour elle.
Ou peut-être était-elle simplement trop indépendante. Simone ne se plaignait jamais d'être seule, mais parfois je surprenais une lueur de nostalgie dans ses yeux, qu'elle cachait soigneusement. Tu te souviens de Jean-Luc Garnier? Comment il te faisait la cour quand tu avais 18 ans? Demanda Simone, couvrant sa bouche avec sa main pour ne pas rire trop fort. Je m'en souviens. J'ai secoué la tête. Il se tenait sous ma fenêtre tous les jours avec sa guitare. Maman disait qu'il allait réveiller tous les voisins. Il était si beau. Toutes les filles étaient folles de lui. Beau, mais frivole. C'est une bonne chose que j'ai choisi. Raymond. Jean-Luc était en effet séduisant. Grand, avec des cheveux ondulés et des yeux bruns qui pétillaient toujours de malice. Mais j'ai senti instinctivement qu'il n'était pas le genre d'homme avec qui on pouvait construire une famille. Raymond n'était pas aussi impressionnant, mais il était fiable et travailleur. Il avait bâti sa petite entreprise à partir de rien, travaillant 14 heures par jour, mais trouvait toujours du temps pour sa famille. Ton Raymond était un homme en or, dit Simone sérieusement. Il y en a peu comme lui de nos jours. Oui, c'était un homme bon, ai-je convenu, sentant une douleur familière dans ma poitrine. 3 ans avaient passé, et je ne pouvais toujours pas parler de mon mari au passé sans être ému. Nous sommes restés assis en silence, sirotant notre café et regardant par la fenêtre. Des enfants jouaient sur la place, leur voix résonnant dans l'air du soir. Une jeune mère poussait une poussette, s'arrêtant de temps en temps pour parler à des connaissances. La scène était si familière, si réconfortante. « Comment va Émilien ?» demanda Simone en prenant une bouchée de son croissant. « Je ne l'ai pas vu depuis un moment. »« Il étudie », ai-je répondu brièvement. « Tu sais comment sont les jeunes, toujours occupés par leurs propres affaires. » En réalité, je n'avais pas vu mon petit-fils depuis longtemps. Il venait de moins en moins souvent à la maison, et quand il le faisait, il était distrait et peu communicatif. Émilien était autrefois un garçon vif et curieux qui pouvait parler pendant des heures de ses projets d'avenir. Il voulait être ingénieur et rêvait de construire un pont ou un gratte-ciel. Mais ces derniers mois, il était devenu renfermé. Il répondait aux questions par des monosyllabes et essayait de partir le plus vite possible. Valérie mettait cela sur le compte des études et de l'adolescence. Mais quelque chose dans son comportement m'inquiétait. Un cœur de mère, même de grand-mère, c'est quand quelque chose ne va pas avec un enfant. La vie d'étudiant. Simone hocha la tête. Je me souviens quand mon neveu étudiait à Paris. Il disparaissait toujours quelque part. C'est normal à leur âge. Probablement, ai-je convenu, incertaine. Mais c'est bien qu'il étudie, poursuivit Simone. L'éducation, c'est le plus important. Mon neveu est devenu ingénieur et travaille maintenant pour une grande entreprise. Nous avons fini notre café et nos croissants, et Marie a apporté l'addition. Elle était toujours pleine de tact, ne s'imposant jamais dans la conversation, mais si nous voulions discuter, elle était heureuse de se joindre à nous. « Comment allez-vous, Marie ?» ai-je demandé en payant. « Tout va comme d'habitude », répondit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « On travaille tranquillement. Mon mari dit qu'il faut agrandir le café, mais je ne sais pas. J'ai peur que si on change quelque chose, les clients ne viennent plus. » Ne changez rien, conseilla Simone. C'est agréable et confortable ici. Je le pense aussi, acquiesça Marie. Pourquoi prendre le risque? Nous avons quitté le café et avons marché lentement dans la rue. C'était une soirée chaude. Des enfants jouaient sur la place et des hommes âgés étaient assis sur des bancs à discuter de football. Un groupe d'adolescents s'était rassemblé autour d'une fontaine. Quelqu'un jouait de la guitare et les autres chantaient en chœur. Notre ville vivait sa vie mesurée où tout le monde se connaissait et où il ne se passait jamais rien de spécial. Nous marchions lentement dans des rues familières, discutant du film, de nos voisins et de nos projets pour le week-end. Simone parlait de sa nièce à Lyon qui allait se marier, et je partageais des nouvelles de Valérie. Elle est si fatiguée au travail, dis-je. Fabien aide, bien sûr, mais c'est toujours la femme qui tient la maison. Mais elle a une bonne famille, remarqua Simone. Fabien est un homme fiable. C'était vrai. Fabien travaillait comme mécanicien dans une usine locale et était un homme calme et posé. Il aimait Valérie et traitait Émilien comme son propre fils. Quand Valérie a donné naissance à Émilien, son père biologique a disparu, et Fabien est devenu un père pour le garçon. Oui, un bon gendre, ai-je convenu. C'est juste dommage qu'il n'ait pas d'enfants à eux. Ils sont encore jeunes, me consola Simone. Ils ont tout le temps.
Bien que Valérie ait déjà 42 ans et que le temps presse pour elle d'avoir des enfants, je ne voulais pas lui mettre la pression. Chacun a son propre destin. Simone m'a raccompagnée chez moi. Ma maison était dans une rue calme, à 3 pâtés de Maison du Centre. Raymond l'avait achetée dans les années 80, quand les affaires marchaient bien. C'était une maison à 2 étages avec un petit jardin et une véranda où j'aimais m'asseoir le soir. La maison était trop grande pour une seule personne, mais je ne pouvais me résoudre à la vendre. J'y avais passé les plus belles années de ma vie. Valérie y avait grandi, et j'y avais été heureuse avec Raymond. Chaque pièce gardait des souvenirs, et m'en séparer me semblait être une trahison. On se voit dimanche à l'église, me dit Simone en guise d'au revoir. Bien sûr, ai-je répondu en lui faisant un signe de la main. À la maison, j'ai allumé la télévision et j'ai commencé à préparer un dîner léger. Les informations parlaient des problèmes dans la capitale, de la hausse des prix et de quelques scandales politiques. Tout cela me semblait lointain et sans importance. Les politiciens vont et viennent, mais la vie des gens ordinaires reste la même. J'ai changé de chaîne pour une série que je regardais depuis plusieurs mois. C'était l'histoire d'une grande famille où tout le monde s'aimait malgré les querelles et les malentendus. C'est peut-être pour cela que j'aime cette série. Elle avait la chaleur familiale qui me manquait dans la vie réelle. Après le dîner, je suis sortie sur la véranda avec une tasse de tisane. Le crépuscule tombait, et les fleurs nocturnes embaumaient l'air. Un chien aboya quelque part au loin, et des voix étouffées provenaient de la maison voisine. C'était mon moment préféré de la journée, quand la ville s'endormait et que je pouvais réfléchir tranquillement à la journée qui venait de s'écouler. Je pensais au film que Simone et moi avions vu, à quel point il est important d'avoir quelqu'un qui vous comprend. Raymond avait été cette personne pour moi, et maintenant il n'était plus là. Bien sûr, il y avait Valérie et Émilien, mais ce n'était pas la même chose. Les enfants vivent leur propre vie. Ils ont leurs propres soucis et intérêts. Vers 20 heures, le téléphone a sonné. Je suis rentrée dans la maison et j'ai décroché le combiné. Mamie, c'est moi. J'ai entendu la voix d'Émilien. Il semblait tendu, pas comme d'habitude. Émilien, mon chéri, comment vas-tu? Comment vont les études? Tout va bien, mamie. Écoute, j'ai besoin de te parler. Je peux passer ce soir? Bien sûr. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Juste quelque chose d'important. Je serai là dans une demi-heure. Il a raccroché sans même dire au revoir. Cela ne lui ressemblait pas. Émilien avait toujours été un garçon poli, disant « s'il vous plaît » et « merci » et m'embrassant sur la joue quand il me voyait. Je le lui avais appris quand il était enfant et venait souvent nous rendre visite. J'ai senti une vague d'anxiété m'envahir. La voix de mon petit-fils semblait étrange, trop rapide, trop tendue. Il parlait habituellement calmement, voire lentement, en choisissant ses mots avec soin. J'ai rangé le salon et j'ai mis la bouilloire en marche. Peut-être avait-il faim. Les étudiants ne mangent souvent pas bien. J'ai sorti du réfrigérateur le reste de la tarte que j'avais faite la veille. Émilien avait toujours adoré mes pâtisseries, en particulier la tarte aux pommes et à la cannelle. Pendant que je m'affairais dans la cuisine, mon esprit tournait à plein régime. Quand avais-je vu mon petit-fils pour la dernière fois? Il me semblait que c'était il y a un mois, à l'anniversaire de Valérie. Il était venu, avait félicité sa mère, s'était assis une demi-heure et était parti en disant qu'il devait aller en cours. À l'époque, il m'avait semblé fatigué, mais j'avais mis cela sur le compte de ses études. Émilien est arrivé exactement une demi-heure plus tard. J'ai entendu le portail grincer et je suis sortie sur la véranda pour l'accueillir. Il marchait vite, la tête baissée, les mains profondément enfoncées dans les poches de son jean. « Salut, mamie », dit-il rapidement en m'embrassant sur la joue. Je l'ai regardé attentivement. Quelque chose n'allait pas. Émilien avait toujours été mince, mais maintenant il semblait simplement décharné. Ses pommettes étaient saillantes et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Ses yeux brillaient étrangement et ses mains tremblaient légèrement. « Entre. J'ai fait du thé, dis-je en le conduisant dans le salon. Pas de thé, mamie, répondit-il en se frottant nerveusement les paumes. J'ai besoin de te parler. Nous sommes entrés dans le salon. Émilien s'est assis sur le bord du canapé, s'agitant constamment, serrant et desserrant les doigts. Il s'asseyait habituellement tranquillement, adossé au canapé, mais maintenant il se comportait comme un animal traqué. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» ai-je demandé, me sentant de plus en plus anxieuse. « Mamie, j'ai besoin d'argent, dit-il sans me regarder dans les yeux. Beaucoup d'argent.
Combien? 500 euros. J'ai eu le souffle coupé. 500 euros était beaucoup d'argent dans notre ville. C'était assez pour vivre plusieurs mois si l'on faisait attention. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent, Émilien? Pour les études, répondit-il rapidement. Je dois acheter du matériel coûteux pour mes travaux pratiques. Un ordinateur spécial et des logiciels. Tes parents sont au courant? Non, secoua-t-il la tête. Je ne veux pas les inquiéter. Papa Fabien a déjà des problèmes à l'usine, et maman travaille beaucoup. J'ai regardé mon petit-fils et j'ai su qu'il mentait. En 40 ans d'enseignement, j'avais appris à savoir quand les enfants disaient la vérité et quand ils inventaient des histoires. Émilien évitait mon regard. Sa voix sonnait faux et ses mains continuaient de trembler. Émilien. Je me suis penché vers lui. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis la vérité, dit-il en levant brusquement la tête. J'ai juste besoin d'argent pour mes études. J'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a effrayé. Il n'y avait plus la sincérité enfantine que j'avais l'habitude de voir. Son regard était dur, presque agressif. Mais Émilien était mon petit-fils, mon unique petit-fils, et je ne pouvais pas lui refuser. Peut-être étais-je trop méfiante. Peut-être disait-il la vérité, et moi, comme toutes les personnes âgées, j'étais devenue trop soupçonneuse. D'accord, dis-je. Attends ici. Je suis montée dans la chambre où je gardais mon argent dans une vieille commode. Raymond ne faisait pas confiance aux banques et gardait toujours de l'argent liquide à la maison pour les mauvais jours. Après sa mort, j'ai continué cette tradition même si mes voisins disaient que c'était dangereux. La commode se trouvait dans le coin de la chambre, sombre et massive. Un meuble qui avait appartenu aux parents de Raymond. Dans le tiroir du bas, sous une pile de vieilles photographies, se trouvait une boîte en métal avec l'argent. Je l'ai ouverte et j'ai sorti des billets pour un total de 500 euros. Quand je suis revenue avec l'argent, Émilien était assis dans la même position, tapant nerveusement du pied sur le sol. Ses pupilles étaient dilatées même si la pièce était bien éclairée. C'était étrange. Tiens, dis-je en lui tendant l'enveloppe. 500 euros. Merci, mamie. Il a attrapé l'enveloppe et l'a rapidement glissée dans la poche intérieure de sa veste sans même vérifier le contenu. Tu m'as vraiment sauvé, Émilien. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. Elle était froide et moite. Tu es sûr que ça va? Oui, bien sûr. Il a retiré sa main et s'est levé. Juste fatigué des cours. Je dois y aller. Je dois me lever tôt demain. Pourquoi ne restes-tu pas pour dîner? J'ai fait ta tarte aux pommes préférée. Je ne peux pas, mamie. J'ai des choses à faire. Il s'est dépêché vers la sortie. Je l'ai accompagné jusqu'au portail, espérant toujours qu'il m'expliquerait ce qui se passait. Qu'il dirait quelque chose qui dissiperait mes soupçons. Émilien, l'ai-je appelé? Si quelque chose arrive, si tu as besoin d'aide. Tout ira bien, mamie, répondit-il, déjà assis sur sa vieille moto. Ne t'inquiète pas. La moto a démarré à la 3e tentative, et Émilien est parti sans même se retourner. Je suis restée longtemps devant le portail, regardant la rue vide. Quelque chose n'allait pas avec mon petit-fils, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Quand je suis rentrée, j'ai fermé la porte à clé et je suis montée dans ma chambre. Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Émilien, à ses mains tremblantes, à la façon dont il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. 500 euros pour du matériel éducatif semblait peu plausible pour un IUT dans notre ville. Mais c'était mon petit-fils, l'unique enfant de Valérie, et je ne pouvais pas croire que quelque chose de grave lui arrivait. Peut-être que je devenais vraiment trop méfiante avec l'âge. Le lendemain, je me suis réveillée avec la tête lourde et un sentiment désagréable. Toute la nuit, j'avais fait des rêves étranges dans lesquels Émilien s'enfuyait quelque part et je n'arrivais pas à le rattraper. Son visage était étrange et inconnu, et c'est ce qui m'effrayait le plus. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de parler à Valérie. Peut-être en sait-elle plus que je ne le pense. Ma fille et moi avions toujours été proches, mais ces dernières années, elle était devenue plus renfermée, surtout quand il s'agissait de son fils. Valérie et Fabien vivaient dans une petite maison à la périphérie de la ville, dans un quartier construit pour les ouvriers d'usine dans les années 1970. Les maisons étaient des constructions standards d'un étage avec de petites cours, mais les résidents essayaient de les décorer du mieux qu'ils pouvaient. Valérie avait des rosiers dans sa cour, qu'elle plantait chaque printemps, et un petit potager avec des tomates et des poivrons. Je suis arrivée chez eux vers 11 heures du matin.
Valérie était à la maison. Elle avait le service de l'après-midi. Elle m'a accueilli au portail comme toujours avec un sourire, mais j'ai immédiatement remarqué qu'il était un peu forcé. « Maman, quelle surprise !» dit-elle en me serrant dans ses bras. « Entre. Je viens de faire du café. »« Merci, ma chérie. » Nous sommes entrés dans la maison. C'était propre et confortable à l'intérieur. Bien que les meubles soient simples et peu coûteux, Valérie savait toujours créer une atmosphère chaleureuse avec des choses simples. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Des pots de fleurs se trouvaient sur les rebords de fenêtres. Et dans le coin du salon, il y avait un vieux piano sur lequel elle avait appris à jouer enfant. « Fabien est au travail ?» ai-je demandé en m'asseyant à table. « Oui, il fait le service du matin aujourd'hui. Il sera à la maison pour le dîner. » Valérie a posé une tasse de café devant moi et s'est assise en face. J'ai regardé attentivement ma fille. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux, et ses mains tremblaient légèrement en portant la tasse à ses lèvres. « Valérie, » ai-je commencé avec précaution. « Émilien est venu me voir hier soir. »« Vraiment ?» Ma fille s'est redressée. « Pourquoi ?» Il a demandé de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a dit qu'il en avait besoin pour ses études. Combien a-t-il demandé? 500 €. Valérie a posé sa tasse si fort que du café a débordé. Son visage est devenu pâle. « Maman, tu ne lui as pas donné l'argent, n'est-ce pas? » « Si, ai-je avoué. Pourquoi n'aurais-je pas dû ?» Valérie a couvert son visage de ses mains et a gémi doucement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. « Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Qu'est-ce que tu me caches ?» Ma fille est restée silencieuse, la tête baissée. J'ai vu ses épaules trembler et j'ai compris qu'elle pleurait. « Valérie, ma chérie, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas avec Émilien ?» Elle a levé la tête et j'ai vu ses yeux rougis de larmes. « Maman, je ne savais pas comment te le dire. J'espérais que tout s'arrangerait, qu'il s'en sortirait tout seul. »« S'en sortir de quoi? De quoi parles-tu? »« Émilien, il se drogue, » dit-elle doucement, presque dans un murmure. J'ai senti le monde tourner autour de moi. C'étaient les mots que j'avais peur d'entendre. Mais quelque part au fond de moi, je connaissais déjà la vérité. « Depuis combien de temps? » ai-je demandé, essayant de rester calme. « Je ne sais pas exactement. Je l'ai remarqué il y a environ 6 mois. Au début, je pensais qu'il était juste fatigué des études, mais ensuite... » Elle a sangloté. « Ensuite, il a commencé à demander de l'argent. Au début, c'était de petites sommes. Il disait que c'était pour la nourriture et le transport, mais ensuite c'est devenu de plus en plus. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Fabien voulait, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je pensais qu'on pouvait gérer ça nous-mêmes. Je pensais que si on le ramenait à la maison, si on le surveillait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfui. Il a dit qu'on ne le comprenait pas, qu'il avait sa propre vie. Maintenant, il vit dans une résidence à l'IUT et ne va plus vraiment en cours. Je suis restée assise, digérant ce que j'avais entendu. Mon petit-fils, le gentil garçon qui construisait autrefois des châteaux de sable avec moi et me récitait des poèmes, était devenu un toxicomane. Comment cela avait-il pu arriver? Où avions-nous fait une erreur? Quelle drogue? Ai-je demandé. Je ne suis pas sûre. Il a un comportement étrange. Parfois hyperactif. Parfois léthargique et apathique. Et le traitement? Avez-vous vu un médecin? On a essayé, mais il ne veut pas être traité. Il dit qu'il n'a pas de problème, qu'on invente tout. Valérie s'est remise à pleurer. Je me suis levée et je l'ai serrée dans mes bras, sentant ma propre douleur se mêler à sa douleur de mère. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» ai-je demandé. « On aurait pu faire quelque chose. » J'avais honte, a-t-elle avoué. Je pensais que c'était de ma faute, que j'étais une mauvaise mère, que je n'avais pas été assez attentive. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Tu es une bonne mère. Alors pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi mon fils? Elle n'a pas pu finir. Je lui ai caressé le dos et j'ai essayé de trouver des mots de réconfort, mais je ne savais pas quoi dire. À notre époque, la drogue était quelque chose de lointain, dont on ne parlait qu'à la télévision. Et maintenant, cette tragédie était entrée dans notre maison. « Maman, » dit Valérie en se dégageant de moi. « Tu ne devrais plus lui donner d'argent. Le médecin du centre de désintoxication a dit que ça ne fait qu'aggraver le problème. Vous avez parlé à un addictologue. »
Oui, mais sans Émilien lui-même, c'est inutile. Il doit vouloir se faire soigner lui-même. Et si on le forçait? On ne peut pas. Il est majeur maintenant. Il a le droit de prendre ses propres décisions. Je comprenais la logique, mais mon cœur de mère ne pouvait l'accepter. Devions-nous vraiment rester là à le regarder se tuer? Valérie, l'IUT est-il au courant de ses problèmes? Pas encore. On a peur qu'il le renvoie. Alors il sera complètement perdu. Peut-être que c'est pour le mieux. Peut-être que ça le fera réfléchir. Je ne sais pas, maman. Je ne comprends plus rien. Nous sommes restés assises en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Les oiseaux chantaient dehors. Le soleil brillait. La vie continuait comme d'habitude. Mais dans notre maison, le chagrin régnait en maître. Où est cette résidence? Ai-je finalement demandé. Maman, n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il est agressif en ce moment. Il pourrait être grossier. Il pourrait même te frapper. Émilien ne me frapperait jamais. Maman, ce n'est plus l'Émilien que tu connais. La drogue l'a changé. C'est une autre personne. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Je devais essayer de parler à mon petit-fils, de le convaincre qu'il ruinait sa vie. J'y vais quand même, dis-je fermement. Donne-moi l'adresse. Maman. Valérie, c'est mon petit-fils. Je ne peux pas rester assise à attendre qu'il se passe quelque chose. Ma fille a soupiré et a écrit l'adresse sur un bout de papier. Sois prudente, a-t-elle demandé. Et si quelque chose arrive, pars immédiatement. D'accord. Je me suis levée et j'ai embrassé Valérie sur le front. Tout ira bien, dis-je, même si je n'y croyais pas moi-même. La résidence de l'IUT se trouvait dans un vieil immeuble du centre-ville. C'était autrefois un hôtel, mais dans les années 90, il avait été converti en logement étudiant. Le bâtiment avait l'air lugubre, avec des murs gris, des fenêtres étroites et une porte d'entrée de travers. Je suis montée au 2e étage où, selon Valérie, vivait Émilien. Le couloir sentait le renfermé et la nourriture bon marché. Une musique forte venait d'une porte, des rires d'une autre. La chambre d'Émilien était au bout du couloir. J'ai frappé à la porte. Qui est là? Ai-je entendu sa voix. C'est moi, Émilien, mamie. Il y eut un long silence. Puis j'ai entendu des pas et le grincement de la porte qui s'ouvrait. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-il, sans m'inviter à entrer. J'ai à peine reconnu mon petit-fils. Il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en une nuit. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés et sa peau couverte d'une éruption cutanée. Je peux entrer? Ai-je demandé. Non. Parlons ici. Émilien, je suis au courant de tes problèmes. Quel problème? Je n'ai pas de problème. Valérie m'a parlé de la drogue. Son visage se crispa de colère. Elle n'avait pas le droit. Ce ne sont pas ses affaires. C'est ta mère. Elle s'inquiète pour toi. Personne ne lui a demandé de s'inquiéter. Et toi non plus. Émilien, écoute-moi. Tu gâches ta vie. Tu es jeune, intelligent. Tu as un avenir. Quel avenir? Il a ri, mais c'était un rire amer, presque hystérique. Travailler dans une usine comme Fabien ou comme caissière dans un supermarché comme ma mère. C'est ça que tu appelles un avenir? Tu peux être tout ce que tu veux si tu le veux, mais pas comme ça. Ne te mêle pas de ma vie, a-t-il crié. Je suis un adulte. Je décide de ce que je fais. Émilien, s'il te plaît, parlons calmement. Je vais entrer dans la chambre et faire du thé. N'ose pas entrer ici. Il m'a attrapé par le bras et m'a repoussé brutalement. Fous le camp. J'ai ressenti une douleur à l'épaule, mais ce n'est pas la douleur physique qui m'a le plus effrayée. C'était le regard de mon petit-fils. Il n'y avait aucune trace de l'amour que j'avais l'habitude de voir dans ses yeux. Émilien, je t'aime. Nous t'aimons tous. Mémé. Il a ri de nouveau. Alors laissez-moi tranquille. La porte s'est refermée devant moi. Je suis restée là quelques secondes, ne sachant que faire. Puis j'ai lentement marché vers les escaliers. Dans le couloir, un jeune homme qui avait apparemment entendu notre conversation m'a rattrapé. Madame, dit-il, vous êtes la mère d'Émilien? Sa grand-mère, ai-je répondu. C'est un bon garçon, dit l'étudiant. Mais dernièrement, peut-être que vous pouvez faire quelque chose. Que conseillez-vous? Je ne sais pas.
J'ai juste pitié d'eux. Lui. Il était intelligent. Il m'aidait en maths. Et maintenant? Il a écarté les bras et est retourné dans sa chambre. Je suis descendue et je suis sortie dans la rue. Mes jambes tremblaient et les larmes me montaient aux yeux. Ce n'était pas mon petit-fils. C'était un étranger, un homme agressif qui me regardait avec haine. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi, regardant par la fenêtre sans rien voir. Mes pensées étaient confuses et mon cœur me faisait mal de désespoir. Que devais-je faire maintenant? Comment aider un garçon qui ne voulait pas d'aide? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai immédiatement appelé Simone. J'avais besoin de parler à quelqu'un, de partager mon chagrin. Simone, c'est moi, dis-je quand elle a décroché. Hélène, qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est étrange. Peux-tu venir? J'ai besoin de parler. Bien sûr, j'arrive. Simone est arrivée 20 minutes plus tard. Un seul regard sur moi a suffi pour qu'elle comprenne que quelque chose de grave s'était passé. Assieds-toi, dis-je. Je vais tout te raconter. Je lui ai tout raconté, la visite d'Émilien hier, ma conversation avec Valérie, le voyage à la résidence. Simone écoutait en silence, secouant la tête de temps en temps. Hélène, dit-elle quand j'ai fini. Je suis tellement désolée. Que dois-je faire, Simone? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, ma chérie. C'est une terrible tragédie. Il n'y avait rien de tel à notre époque. Si, il y en avait, mais nous ne le savions pas. C'est juste que nos enfants ne se sont pas impliqués dans ce genre de choses. Peut-être devrais-tu voir un médecin, un spécialiste. Valérie dit qu'ils ont essayé, mais il ne veut pas de traitement. Et le traitement obligatoire? Ce n'est pas autorisé. Il est majeur. Nous sommes restés en silence. Simone me tenait la main et cela m'a un peu calmée. Tu sais, dit-elle finalement. J'ai une amie à Marseille. Son fils a traversé ça aussi. Peut-être qu'elle peut nous donner des conseils. Appelle-la, s'il te plaît. Je le ferai. Mais mange quelque chose d'abord. Tu es toute pâle. Je ne peux pas manger. Force-toi. Tu as besoin de force. Simone est allée à la cuisine et a préparé un dîner léger. J'ai mangé quelques cuillerées de soupe mais je n'ai pas pu en avaler plus. Simone, dis-je, et si je faisais tout de travers? Et si je n'aurais pas dû m'immiscer dans sa vie? Ne pense pas comme ça. Tu as bien fait. C'est ton petit-fils. Je ne peux pas simplement lui tourner le dos. Tu n'as pas à le faire, mais essaie de l'aider de la bonne manière, pas en cédant à sa maladie. Ça fait si mal, Simone. Ça fait si mal de voir son enfant se détruire. Je sais, ma chérie, mais tu n'es pas seule. On va t'aider. Simone est restée avec moi jusqu'à tard dans la nuit. Nous avons bu de la tisane, parlé de tout et de rien, essayant de ne pas évoquer Émilien, mais nos pensées revenaient sans cesse à lui. Merci d'être venu, dis-je alors qu'elle partait. Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Tu le sais. Je sais. Tu es ma meilleure amie. Et toi la mienne. Tout ira bien, Hélène. Tous les enfants finissent par rentrer à la maison. Je voulais croire ces mots, mais au fond de moi, je savais que des moments difficiles nous attendaient. Émilien n'était plus le garçon que je connaissais, et je ne savais pas s'il le redeviendrait un jour. Je suis restée éveillée tard dans la nuit, me demandant où nous avions fait une erreur. L'avions-nous trop gâté? Lui avions-nous accordé trop peu d'attention? Ou au contraire, avions-nous été trop contrôlants? Mais aucune de ces questions n'avait d'importance maintenant. Une seule chose comptait, comment aider mon petit-fils à sortir du trou qu'il s'était creusé, et j'étais prête à tout, même si cela signifiait aller contre sa volonté. 2 semaines s'écoulèrent après ma conversation avec Valérie et ma tentative ratée de parler à Émilien. Ces jours s'étirèrent douloureusement. Je pensais constamment à mon petit-fils, tourmenté par des questions sans réponse, et j'essayais de trouver un moyen de l'aider. Simone contacta son ami à Marseille, qui lui raconta les histoires terribles que sa famille avait traversées. Mais à la fin, son fils fut guéri. Bien que cela ait pris 3 ans et plusieurs tentatives de réhabilitation, cela nous donna de l'espoir, mais nous montra en même temps à quel point le chemin à parcourir serait long et difficile. Valérie m'appelait tous les jours, mais il n'y avait pas de nouvelles. Émilien ne rentrait pas à la maison et ne répondait pas à son téléphone. Fabien est allé plusieurs fois à la résidence, mais il n'y était pas. Son colocataire a dit qu'il passait parfois, prenait ses affaires et disparaissait à nouveau. Personne ne savait où il passait son temps.
Le 13 octobre était le 15e anniversaire de mariage de Valérie et Fabien. Leur fille ne voulait pas célébrer, disant qu'elle n'était pas d'humeur à faire la fête, mais Fabien a insisté. Il a dit que la vie ne devait pas s'arrêter à cause des problèmes des autres, même si cette autre personne est votre beau-fils. Maman m'a appelé Valérie le samedi matin. Tu viens ce soir? Bien sûr que je viens. Qu'est-ce que j'apporte? Rien. Fabien a acheté de la viande pour le barbecue et je ferai les salades. Viens, c'est tout. Émilien sera là. Je ne sais pas. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas répondu. C'est peut-être mieux comme ça. Maman, c'est mon fils. Je ne peux pas célébrer sans lui. Je comprenais Valérie. Le cœur d'une mère ne peut pas simplement effacer un enfant de sa vie, quels que soient ses problèmes. Je suis arrivée chez eux vers 19 heures. Fabien cuisait déjà de la viande dans le jardin et Valérie mettait la table. Elle portait la belle robe que je lui avais offerte pour son anniversaire et s'était même maquillée. Mais ses yeux restaient tristes. Ma belle-fille, dis-je en serrant. Ma fille dans mes bras. Comme le temps passe vite. On dirait que c'était hier que tu étais là, dans ta robe blanche. Oui, sourit-elle. Tu te souviens comme tu t'inquiétais que je me marie trop jeune? Je m'inquiétais, mais Fabien s'est avéré être un bon choix. Le meilleur homme du monde, acquiesça Valérie. Fabien était en effet un bon mari. Il était travailleur, fiable, ne buvait jamais plus qu'il ne le fallait, ne jouait pas aux cartes et consacrait tout son temps libre à sa famille. Il aimait Valérie de cet amour calme et tranquille qui ne fait que se renforcer avec l'âge. Madame Hélène. Il me salua quand je suis sortie dans le jardin. Comment allez-vous? Tout va bien, Fabien. Joyeux anniversaire. Merci. La viande est presque prête. Asseyez-vous à table, s'il vous plaît. Nous nous sommes installés dans une petite tonnelle que Fabien avait construite de ses propres mains 2 ans auparavant. La table était magnifiquement dressée avec une nappe blanche, des bougies et des fleurs du jardin de Valérie. Fabien a apporté la viande. Valérie a servi les salades et le vin. À notre famille, dit Fabien en levant son verre. À la famille, avons-nous répété. La viande était excellente, comme toujours avec Fabien. Il savait cuisiner des grillades pour que la viande fonde dans la bouche. Nous avons mangé, parlé de tout et de rien, essayant de ne pas penser au fait qu'une personne manquait à table. Tu te souviens de notre premier anniversaire? Demanda Valérie à son mari. Nous sommes allés au restaurant et Émilien a eu mal au ventre. Je me souviens. Fabien sourit. On a dû rentrer à la maison et commander à manger. Mais il était si heureux qu'on soit resté avec lui. Il est resté sur tes genoux toute la soirée. C'était un bon garçon, dit Fabien doucement. Oui, il l'était. Valérie le corrigea. C'était un bon garçon. Il est juste malade en ce moment. Fabien hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas de cet avis. Pour lui, Émilien n'était plus l'enfant qu'il avait élevé comme son propre fils. Vers 21 heures, nous avons entendu le bruit d'une moto. Valérie a sursauté et a regardé le portail. C'est lui, murmura-t-elle. Peut-être qu'on ne devrait pas le laisser entrer, demanda Fabien. C'est mon fils, répondit fermement Valérie. Quelques secondes plus tard, le portail a grincé et Émilien est entré dans le jardin. J'ai eu du mal à retenir un soupir. Il avait l'air encore pire qu'il y a 2 semaines. Ses vêtements étaient sales et froissés. Ses cheveux étaient en désordre. Mais le pire, c'était ses yeux, rouges avec des pupilles dilatées et son expression insolente, presque agressive. « Oh, une fête de famille », dit-il en s'approchant de la table. « Et je n'ai pas été invité. »« Émilien », dit Valérie en se levant. « Je t'ai envoyé un message. »« Oui, je l'ai vu, mais je pensais que c'était juste une formalité. » Il s'assit sur une chaise libre sans saluer personne. Il sentait mauvais, un mélange de sueur, de fumée et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda Valérie. « Je ne dirai pas non. Il y a quelque chose à boire ?»« Du vin ?» dit sèchement Fabien. « Le vin, ce n'est pas de l'alcool. » Émilien a ri. « C'est du jus de fruits pour les vieux. »« Émilien, ai-je commencé ? Nous célébrons l'anniversaire de tes parents. Peut-être devrions-nous nous comporter en conséquence. »« Oh, mamie est là. » Il se tourna vers moi. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait peur. « Comment ça va ? Personne ne t'a encore demandé d'argent ? » Émilien. «
avertit Valérie. Quoi, Émilien? J'ai dit quelque chose de mal? Il a pris un morceau de viande avec ses mains et a commencé à manger sans utiliser de couvert. Tu cuisines bien, papa. Fabien serra le poing, mais ne dit rien. Émilien, dis-je. Pourrais-tu s'il te plaît parler moins fort? Les voisins vont nous entendre. Et alors? Dit-il en haussant le ton. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'ai demandé de l'argent à mamie. C'est un secret? Comporte-toi bien, dit Fabien. Agis normalement. Émilien a ri. C'est quoi, normal? S'asseoir à table, sourire et prétendre que tout va bien? Qu'on est une famille heureuse. Nous sommes une famille heureuse, dit Valérie. Ouais, c'est ça, dit-il en se levant et en faisant les 100 pas autour de la table. Une famille heureuse. Maman travaille comme caissière pour des clopinettes. Papa est un mécanicien d'usine qui pourrait perdre son emploi à tout moment. Mamie reste seule à la maison à compter l'argent que papy lui a laissé. Voilà une famille soudée. Émilien, arrête. Pourquoi devrais-je arrêter? Il s'est approché de moi et s'est penché si près que je pouvais sentir son souffle. Tu as peur de la vérité, mamie? Quelle vérité? La vérité que tu vis dans le passé. Que ta vie s'est terminée quand ton grand-père est mort. Que tu ne fais que finir tes jours, rejeté par tout le monde. Émilien, a crié Valérie. Quoi? Il s'est tourné vers sa mère. J'ai encore dit quelque chose de mal? J'ai encore enfreint vos règles de bienséance? Tu te comportes comme un porc, dit Fabien en se levant. Un porc. Émilien a ri. Venant d'un homme qui a passé toute sa vie à serrer des boulons dans une usine. Mieux vaut serrer des boulons que de sniffer de la merde, a répondu Fabien. Ah, maintenant on arrive au cœur du sujet. Émilien a applaudi. Enfin, quelqu'un dit la vérité. Oui, je me drogue. Et vous savez quoi? J'aime ça. Émilien, arrête, dis-je, sentant un froid m'envahir. Arrêtez. Il est revenu vers moi. Arrêtez de dire la vérité? Arrêtez de vivre comme je veux vivre? Arrêtez de te tuer, dis-je doucement. Me tuer. Il a ri si fort que le chien du voisin s'est mis à aboyer. Je ne me tue pas, mamie. Je vis. Pour la première fois de ma vie, je vis vraiment. Ce n'est pas vivre, dis-je. C'est une mort lente. Tu sais quoi, mamie? Il s'est penché si près de moi que je pouvais voir les veines rouges dans ses yeux. Tu es comme un musée. Tout le monde sait ce que tu as été, mais plus personne n'a envie d'y entrer. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai senti tout en moi se contracter en un nœud douloureux. Mon petit-fils, que j'aimais plus que la vie elle-même, avait dit les mots les plus cruels que l'on puisse dire. Valérie a sursauté et a giflé son fils au visage. Comment oses-tu parler à ta grand-mère comme ça? A-t-elle crié. Émilien a touché sa joue et a souri. Enfin, maman montre un peu de caractère, dit-il, et il a giflé violemment Valérie au visage. Valérie est tombée sur une chaise, pressant sa main contre sa joue rouge. Fabien a rugi comme une bête et s'est jeté sur Émilien. Tu oses frapper ma femme, a-t-il crié en saisissant son beau-fils par la poitrine. Émilien a essayé de se débattre, mais Fabien était plus fort. Il a projeté le jeune homme au sol et a commencé à le frapper à coups de poing. Fabien, arrête, a crié Valérie. Il t'a frappé, a répondu Fabien en continuant de le battre. Il a frappé ma femme. Émilien essayait de se protéger avec ses mains, mais les coups continuaient de pleuvoir. J'ai vu du sang couler de son nez. Fabien, arrête, ai-je crié. Tu vas le tuer. Fabien s'est arrêté, respirant lourdement. Émilien gisait sur le sol, gémissant et crachant du sang. Sors de ma maison, dit Fabien. Et ne reviens jamais. Émilien s'est relevé avec difficulté, tenant son visage tuméfié. Vous le regretterez, dit-il d'une voix rauque. Vous le regretterez tous. Qu'est-ce qu'on regrettera? Demanda Valérie. De m'avoir rejeté. D'avoir choisi les convenances plutôt que votre fils. Nous ne t'avons pas rejeté, dis-je. Nous avons essayé de t'aider. M'aider. Il a ri, mais c'était un rire douloureux. Vous vouliez me changer, me rendre comme vous. Nous voulions que tu sois en bonne santé, dit Valérie. En bonne santé. Il s'est dirigé vers le portail. Je suis en bonne santé. En meilleure santé que vous tous. Parce qu'au moins, je suis honnête avec moi-même. Émilien, l'ai-je appelé?
Quoi? Je t'aime toujours. Il s'est arrêté et pendant une seconde, j'ai cru voir l'ancienne tendresse dans ses yeux. Mais ensuite, il a secoué la tête. Tu aimes une pièce de musée, dit-il. Le garçon qui n'est plus là. Il a démarré sa moto et est parti, nous laissant assis au milieu de la vaisselle cassée et des ruines de la fête. Valérie pleurait, pressant de la glace sur sa joue enflée. Fabien faisait les 100 pas dans le jardin, agitant les bras et jurant. J'étais assise et je fixais l'endroit où Émilien s'était tenu, incapable de croire ce qui s'était passé. C'est fini, dit finalement Fabien. Ce n'est plus mon fils. Fabien. Comment ça Valérie? Non. Il s'est arrêté devant elle. Je l'ai élevé comme mon propre fils pendant 15 ans. 15 ans. Et c'est comme ça qu'il me remercie. Il est malade, dis-je. Malade. Fabien me regarda. Madame Hélène, je comprends que c'est votre petit-fils, mais il a frappé ma femme. Il vous a insulté. Ce n'est pas une maladie. C'est de la bassesse. Peut-être que c'est de la bassesse, ai-je convenu. Mais c'est toujours notre enfant. Mon enfant ne lèverait jamais la main sur sa mère, dit fermement Fabien. Nous sommes restés silencieux. Chacun pensait à ses propres pensées, mais nous pensions tous la même chose. Que notre famille était brisée. Que le garçon que nous aimions était parti. Et à sa place se trouvait un étranger, un homme méchant. Maman, dit Valérie, va-t'en, nous avons besoin d'être seuls. Je peux t'aider à ranger. Non, ne t'embête pas. On s'en sortira. J'ai embrassé ma fille et j'ai quitté la maison. C'était une soirée chaude dehors. Les étoiles brillaient et de la musique jouait quelque part. La vie continuait comme si de rien n'était. À la maison, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Les mots d'Émilien résonnaient dans ma tête. Tu es comme un musée. Tout le monde sait ce que tu as été, mais plus personne n'a envie d'y entrer. Me voyait-il vraiment de cette façon? Étais-je vraiment devenue une pièce de musée? Je me suis levée et j'ai fait le tour de la maison. Partout, il y avait des photographies du passé, des objets qui me rappelaient Raymond, des moments où nous étions heureux. Peut-être qu'Émilien avait raison. Peut-être que je vivais vraiment dans le passé. J'ai allumé la télévision pour me distraire de mes pensées sombres. Il y avait une émission sur les voyages. Une belle jeune journaliste parlait des stations balnéaires en France. La Rochelle est la perle de la côte atlantique, dit-elle, debout sur fond d'océan infini. Chaque jour ici est comme une nouvelle vie. Ici, vous pouvez oublier vos problèmes et tout recommencer. J'ai regardé l'écran qui montrait de belles plages, des cafés confortables et des gens se promenant sur la promenade, l'air heureux. C'était si loin de ma vie, si inaccessible. À La Rochelle, vous pouvez louer une maison confortable au bord de l'océan, continuait la journaliste. Se réveiller le matin au son des vagues, prendre le petit déjeuner sur la terrasse, passer la journée à la plage. N'est-ce pas ce dont tout le monde rêve? J'ai éteint la télévision et je suis allée me coucher, mais le sommeil ne venait pas. Je pensais aux mots d'Émilien, au fait qu'il avait peut-être raison. Peut-être que j'étais vraiment devenue un musée dont personne n'avait besoin. Et quelque part dans mon subconscient, les mots de l'émission résonnaient. Ici, vous pouvez oublier vos problèmes et tout recommencer. Tout recommencer. Était-ce seulement possible à mon âge? Après cette fête d'anniversaire cauchemardesque chez Valérie, je n'arrivais pas à trouver ma place. Les mots d'Émilien sur le fait que j'étais comme un musée me restaient en tête comme une épine. J'avais beau essayer de me convaincre que c'était sa maladie qui parlait, pas mon petit-fils, la douleur de ces mots ne s'apaisait pas. Je me promenais dans la maison et je la voyais d'un autre œil. Partout, il y avait la poussière du passé. Des photographies que j'avais regardées des centaines de fois. Les affaires de Raymond que je n'arrivais pas à jeter. Des meubles qui étaient à la même place depuis 20 ans. Peut-être qu'Émilien avait raison. Peut-être que j'étais vraiment devenue une conservatrice de musée où la pièce principale était ma propre vie. Je ne suis pas sortie de la maison pendant 3 jours. Je n'ai pas répondu aux appels de Valérie et de Simone. J'avais besoin d'être seule avec mes pensées pour comprendre ce qui se passait dans mon âme. Le 4e jour, j'ai pris une décision. Le matin, j'ai quitté la maison et je suis allée dans une agence immobilière. Elle était située dans le centre-ville, dans un vieil immeuble de 2 étages. Je n'y étais jamais allée auparavant, mais j'avais toujours su où elle se trouvait. « Bonjour », dit l'administratrice. « Comment puis-je vous aider ?»« Je veux vendre ma maison », ai-je répondu. « Bien sûr, discutons des détails. »
Elle m'a conduite dans le bureau de l'agent immobilier, un homme d'environ 45 ans aux yeux fatigués et au sourire amical. Il s'appelait Charles Mercier. « Madame Dubois, dit-il quand je me suis présentée, je connais votre maison. C'est un bel endroit, bien construit. Pourquoi avez-vous décidé de vendre ? C'est trop grand pour une seule personne, ai-je répondu. Je comprends. Ça arrive souvent. Les enfants grandissent, les conjoints décèdent, et la maison devient superflue. Charles était un homme plein de tact. Il ne posait pas de questions inutiles, bien que je puisse voir la curiosité dans ses yeux. Combien pourrait valoir ma maison, ai-je demandé. Je devrais jeter un œil. Mais en gros, compte tenu de la taille, de l'emplacement et de l'état, je dirais entre 80 000 et 90 000 euros. D'accord. Quand pouvez-vous venir jeter un œil ? Cet après-midi, si cela vous convient. Charles est arrivé à 15 heures. Il a soigneusement inspecté la maison, pris des photographies, tout mesuré et tout noté dans son carnet. C'est une maison magnifique, dit-il. Raymond était un maître artisan. On voit la qualité de son travail partout. Vous connaissiez mon mari ? Bien sûr, il a fait des meubles pour ma famille. L'armoire qu'il a faite pour ma femme est toujours comme neuve. Raymond aimait son travail. Ça se voyait. Il n'y a plus beaucoup d'artisans comme lui de nos jours. Charles a proposé de mettre la maison en vente à 85 000 euros. J'ai accepté. Combien de temps faut-il généralement pour vendre ? Ai-je demandé. Les maisons de ce standing se vendent rapidement dans notre ville. Je pense un mois au maximum. Et si j'en ai besoin plus rapidement ? On peut baisser le prix. Alors une semaine ou deux. Mettons-la à 75 000 euros. Vous êtes sûr ? La maison vaut plus. Je suis sûr. Je dois vendre rapidement. Charles a haussé les épaules et a noté le nouveau prix. Nous mettrons une annonce demain. Je pense que nous trouverons des acheteurs très rapidement. Il avait raison. Le deuxième jour, des acheteurs potentiels ont commencé à m'appeler. De jeunes familles, des couples plus âgés et des investisseurs sont venus voir la maison. Tout le monde a loué l'emplacement, l'agencement et l'état. Une semaine plus tard, j'ai reçu 3 offres sérieuses. J'ai choisi une jeune famille avec 2 enfants. Le mari était professeur de lycée et la femme infirmière à l'hôpital. C'étaient des gens ordinaires qui apprécieraient la maison et en prendraient bien soin. Quand pouvez-vous libérer la maison ? Me demanda le jeune professeur. Dans une semaine, ai-je répondu. Parfait. Nous sommes prêts à signer le contrat. Nous avons rapidement réglé les formalités administratives. Charles a aidé pour toutes les formalités. 2 semaines après avoir décidé de vendre la maison, j'avais 75 000 euros entre les mains. L'étape suivante était de rendre visite à un notaire. Jean-Pierre Vasseur s'occupait des affaires de notre famille depuis de nombreuses années. Il avait rédigé le testament de Raymond, aidé pour la succession et connaissait toutes nos circonstances familiales. Madame Dubois, me salua-t-il quand je suis arrivé à son bureau. Ça fait longtemps. Comment allez-vous ? Pas très bien, maître Vasseur. Je veux changer le testament. Je vous écoute. Je veux retirer le petit-fils d'Émilien du testament. Le notaire a haussé les sourcils. C'est une décision sérieuse. Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Puis-je demander pourquoi ? Je lui ai parlé des problèmes d'Émilien, de la drogue, de ce qui s'était passé à l'anniversaire. Jean-Pierre a écouté attentivement, secouant la tête de temps en temps. Je comprends votre décision, dit-il quand j'ai fini. Mais réfléchissez encore. Peut-être qu'il se ressaisira, qu'il se fera soigner. Si cela arrive, je pourrai toujours changer à nouveau le testament. Très bien. Comment la succession doit-elle être répartie ? Tout va aux filles de Valérie. La maison a été vendue et l'argent est à la banque, plus les économies de mon mari. De combien s'agit-il ? Environ 150 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que Valérie est au courant de votre décision ? Non. Et il n'est pas nécessaire de le lui dire pour l'instant. Comme vous voudrez. Nous avons rédigé le Nouveau Testament en une demi-heure. Maintenant, Émilien ne recevrait rien de mon héritage. C'était une décision douloureuse, mais je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Ce soir-là, j'ai appelé une agence immobilière à La Rochelle. J'ai trouvé le numéro de téléphone sur Internet à la bibliothèque municipale. La technologie était difficile pour moi, mais le bibliothécaire m'a aidé. Agence 2.
La côte atlantique, a répondu une voix d'homme. Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'une maison à La Rochelle. Bien sûr, nous pouvons vous aider. Je m'appelle Romain Lefebvre. Quel type de maison recherchez-vous? Quelque chose de petit pour une personne, de préférence non loin de la mer. Nous avons de nombreuses options. Quel est votre budget? Jusqu'à 50 000 euros. Parfait. Quand pouvez-vous venir jeter un œil? La semaine prochaine. Excellent. Je vais trouver quelques options. Nous avons convenu de nous rencontrer le mercredi matin. Romain a promis de me montrer 4 ou 5 maisons dans différents quartiers de la ville. Il restait 5 jours avant le voyage. J'ai commencé à rassembler les choses les plus essentielles, décidant quoi emporter avec moi dans ma nouvelle vie. J'ai décidé de laisser la plupart des meubles au nouveau propriétaire de la maison. J'ai seulement pris les choses qui me tenaient le plus à cœur. Des photographies, quelques livres et les bijoux que Raymond m'avait offerts. Lundi, j'ai appelé Valérie. Maman, dit-elle, j'étais si inquiète. Tu n'as pas répondu à ton téléphone pendant 3 jours. Je suis désolée, ma chérie. J'avais besoin de réfléchir. À quoi? Valérie, j'ai vendu la maison. Quoi? Il y eut un silence au bout du fil. Maman, qu'est-ce que tu as dit? J'ai vendu la maison et je quitte la ville. Oh. Pourquoi? À La Rochelle. Je veux vivre au bord de la mer. Maman, c'est de la folie. Tu as vécu ici toute ta vie. Tous tes amis sont ici, ta famille. Valérie, écoute-moi. Après ce qu'Émilien a dit, j'ai réalisé qu'il avait raison. Je suis vraiment devenu un musée. Je vis dans le passé et je ne vois pas d'avenir. J'ai besoin de changer quelque chose. Tu prends cette décision à cause de ce qu'un toxicomane a dit. Pas à cause de ce qu'il a dit. Parce qu'il y a de la vérité dans ce qu'il a dit. Maman, il t'a insulté. Il était drogué. Je sais, mais parfois la vérité blesse le plus. Valérie a pleuré. Je pouvais l'entendre sangloter au téléphone. Maman, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Ma chérie, je ne pars pas pour toujours. Je veux juste essayer de vivre différemment. Et moi? Et notre famille? Tu es une femme adulte. Tu as un mari, ta propre vie, et moi, je veux essayer de me retrouver. À 67 ans. Pourquoi pas? Nous avons parlé pendant encore une demi-heure. Valérie a essayé de me faire changer d'avis, mais j'étais inflexible. Finalement, elle a cédé. D'accord, dit-elle. Mais promets-moi d'appeler tous les jours. Je le promets. Et si quelque chose arrive, reviens tout de suite à la maison. Ce n'est plus ma maison, Valérie. Je l'ai vendue. Maman. Tout ira bien, ma chérie. Tu verras. Mardi, je suis allée voir Simone. Elle m'a accueillie avec des reproches. Tu n'as pas répondu à ton téléphone pendant 3 jours. Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Je vais bien. Asseyons-nous. J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, je pars, Simone. Oh. Pour longtemps. À La Rochelle. Je ne sais pas pour combien de temps. Pourquoi? Je lui ai raconté ce que j'avais dit à Valérie. Simone a écouté en silence, mais je pouvais voir son expression changer. Hélène, dit-elle finalement. Tu es folle. Peut-être. Tu as 67 ans. Qu'est-ce que tu vas faire seule dans une ville inconnue? Vivre. Ce n'est pas vivre. C'est fuir. Peut-être que c'est fuir. Mais je ne peux plus rester ici. Chaque jour, je vois des endroits où j'étais avec Raymond, où le petit Émilien jouait. C'est comme une douleur constante. Mais c'est ta vie. C'est ton histoire. C'était. Maintenant, je veux écrire un nouveau chapitre. Simone a secoué la tête. Je ne te comprends pas, mais si c'est ce que tu as décidé. J'ai décidé. Alors vas-y. Mais sache qu'on t'attendra ici. Merci, Simone. Tu es ma meilleure amie. Toi aussi, tu es ma meilleure amie. Espèce de sotte. Nous nous sommes serrés dans les bras. Simone a pleuré et moi aussi. Dire au revoir à ma meilleure amie a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Mercredi matin, je suis montée dans le bus pour La Rochelle. C'était un long trajet, plus de 5 heures. J'étais assise près de la fenêtre et je regardais le paysage défiler. Les montagnes ont progressivement laissé la place aux plaines, puis j'ai pu sentir l'odeur de la mer.
La Rochelle m'a accueilli avec du soleil et les cris des mouettes. C'était une grande ville, beaucoup plus grande que notre Val-des-Lavandes. Les gens se promenaient dans les rues en vêtements d'été, même si c'était déjà l'automne. L'air était frais avec une pointe de sel. Romain Lefebvre s'est avéré être un homme agréable d'environ 35 ans. Il m'a accueilli à la gare routière avec une pancarte. « Madame Dubois ?» a-t-il demandé. « Oui, c'est moi. »« Bienvenue à La Rochelle. Prête à voir les maisons ?»« Prête. » La première maison était trop grande. La deuxième était en mauvais état. La troisième était trop chère. Mais la quatrième maison était à 2 pâtés de Maison de la Mer, dans une rue calme. Elle était petite, d'un seul étage avec un petit jardin, mais surtout, on pouvait voir la mer depuis la fenêtre de la chambre. La maison a été construite dans les années 90, a dit Romain. Les propriétaires y vivaient tous les étés, mais maintenant ils ont décidé de vendre. Elle est en bon état, avec toutes les commodités en état de marche. Combien coûte-t-elle ? 42 000 €. On peut entrer. À l'intérieur, la maison était lumineuse et confortable. Il y avait un petit salon, une cuisine, 2 chambres et une salle de bain. Les meubles étaient simples, mais de bonne qualité. Le plus important, c'est qu'il y avait beaucoup de lumière et d'air partout. « Qu'en pensez-vous » a demandé Romain. « Je la prends. »« Vous voulez voir la 5e maison ?»« Non, celle-ci est. »« Parfaite. » Nous sommes retournés à l'agence et avons commencé à rédiger les documents. La procédure était compliquée, mais Romain a aidé à chaque étape. « Quand pouvez-vous emménager » a-t-il demandé. « Dès que nous aurons tous les documents en ordre. Il faudra une semaine. »« D'accord, je vais réserver un hôtel. »« Pas la peine. J'ai un petit appartement pour les clients. Vous pouvez y séjourner gratuitement. »« Merci. C'est très gentil. » La semaine à La Rochelle a filé. Je me suis promenée le long du front de mer, je me suis assise dans des cafés et j'ai regardé la mer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais libre. Vendredi, nous avons signé les derniers documents. La maison était à moi. Félicitations, a dit Romain. Maintenant, vous êtes une résidente de La Rochelle. Merci pour votre aide. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai emménagé dans la maison le samedi matin. Je n'avais apporté que 2 valises avec moi. Le reste de mes affaires était livré par une entreprise de déménagement. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir toutes les fenêtres. La maison s'est remplie d'air marin frais. Puis j'ai fait du thé et je suis sortie dans le jardin. C'était calme et paisible. Quelque part au loin, j'entendais le bruit de la mer. Le soir, j'ai appelé Valérie. « Maman, comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Je vais bien, ma chérie. J'ai acheté une maison. » Comment est-elle ? Petite et confortable, près de la mer. Maman, et Émilien ? Et s'il veut te trouver ? Il ne sait pas où je suis, et il n'est pas nécessaire de le lui dire pour l'instant. Mais c'est ton petit-fils. Il l'était, dis-je fermement. Il était mon petit-fils. Après avoir parlé à Valérie, je suis restée longtemps assise dans le jardin à regarder les étoiles. Elles étaient aussi brillantes que lorsque j'étais enfant. Je ne les voyais presque jamais en ville. Émilien ne savait pas que j'avais déménagé. Après le scandale à la fête d'anniversaire, il n'était pas rentré à la maison et n'avait pas appelé. Valérie a dit qu'on l'avait parfois vu en ville, mais qu'il essayait d'éviter sa famille. C'était peut-être mieux ainsi. Peut-être que j'avais besoin de commencer une nouvelle vie sans les fantômes du passé. Même si l'un de ces fantômes était mon petit-fils. Je suis allée me coucher dans ma nouvelle chambre, écoutant le bruit de la mer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis endormie dans une maison qui n'était pas celle où j'avais passé toute ma vie. C'était effrayant et excitant à la fois. Demain, un nouveau chapitre de mon histoire commence. Un chapitre que j'écrirai moi-même, sans regarder en arrière. La vie à La Rochelle s'est avérée complètement différente de ce que j'avais imaginé. Les premières semaines ont été difficiles. Je me sentais comme une étrangère dans une nouvelle ville. Ma routine habituelle, Simone et même Valérie me manquaient, bien que nous parlions au téléphone tous les jours. Mais peu à peu, j'ai commencé à m'habituer. Le matin, je me réveillais au son des vagues et au chant des mouettes. C'était beaucoup plus agréable que le son d'un réveil ou les aboiements des chiens voisins. Je prenais mon petit déjeuner sur une petite terrasse que j'avais moi-même aménagée, en achetant des chaises en osier et une table dans un magasin local.
La première chose que j'ai décidé de faire a été d'explorer les environs. Ma maison était dans un quartier calme où vivaient principalement des personnes âgées. Beaucoup étaient des résidents d'été de Paris qui ne venaient ici que pour l'été, mais certains, comme moi, s'étaient installés ici de façon permanente. Ma voisine de droite, Madame Marcel, était une veuve de la capitale. Elle avait déménagé ici il y a 5 ans après la mort de son mari. À ma gauche vivait une jeune famille, Alexandre et Caroline avec leur petite fille. Ils étaient très amicaux et me saluaient souvent par-dessus la clôture. Madame Hélène, dit Marcel un jour alors que nous nous sommes rencontrés au portail, comment trouvez-vous notre ville? Je l'adore, ai-je répondu. L'air est si pur et la mer est toute proche. Oui, ce n'est pas comme Paris. Il y a tellement de pollution et d'agitation là-bas. Ici, on peut vivre tranquillement. Vous ne regrettez pas d'avoir déménagé ici? Non, pas du tout. Les premiers mois ont été difficiles, mais ensuite je m'y suis habituée. Maintenant, je n'ai même plus envie de visiter la capitale. Marcel est devenu ma première amie dans la nouvelle ville. Nous buvions souvent le café sur sa terrasse ou la mienne, discutant des nouvelles et partageant des souvenirs. Elle avait 3 ans de plus que moi, mais elle paraissait plus jeune. Elle disait que l'air marin et la vie tranquille faisaient des merveilles. Après un mois de vie à La Rochelle, j'ai décidé qu'il était temps de sortir et de rencontrer des gens. J'ai trouvé un petit café appelé l'Ancre, à 3 pâtés de maison de chez moi. Le propriétaire était Marco, un Italien qui avait déménagé en France quand il était jeune. Il faisait un excellent café et cuisait des croissants incroyables. Madame, dit-il lorsque je suis venue au café pour la 3e fois. Vous êtes nouvelle en ville? Oui, j'ai déménagé ici il y a un mois. D'où venez-vous? De Val-des-Lavandes, en Provence. C'est loin. Qu'est-ce qui vous a amené dans notre ville? Je voulais un changement, ai-je répondu évasivement. Je comprends. Beaucoup de gens viennent ici pour une nouvelle vie. Marco était un homme plein de tact. Il ne demandait pas de détails, mais me saluait toujours chaleureusement. Peu à peu, je suis devenue une habituée de son café. Je venais tous les matins, lisais les journaux et observais la vie de la ville. La Rochelle était une ville animée. Même en automne, lorsque la saison balnéaire était terminée, elle était pleine de vie. Les gens se promenaient dans les rues, les magasins et les restaurants étaient ouverts, et des navires étaient déchargés au port. Cela n'avait rien à voir avec l'atmosphère endormie de notre Val-des-Lavandes. Après 2 mois, j'ai décidé de renouveler ma garde-robe. À Val-des-Lavandes, je m'habillais modestement, comme il s'y a une veuve dans une petite ville. Mais ici, personne ne me connaissait, et je pouvais être qui je voulais. Je suis allée au centre commercial et j'ai acheté plusieurs nouvelles robes, des chemisiers et des chaussures confortables. Rien de provoquant, mais plus coloré que d'habitude. À la maison, j'ai essayé mes achats et j'ai été surprise de constater que j'avais l'air plus jeune. Madame Hélène, dit Marcel en me voyant dans ma nouvelle robe bleue. Vous êtes si jolie. Merci, ai-je souri. Je voulais changer quelque chose. Vous faites bien. La vie est trop courte pour porter du noir. J'avais en effet porté du noir depuis la mort de Raymond. Non pas parce que j'étais en deuil, mais simplement parce que j'y étais habituée. Mais maintenant, je voulais de la couleur. Au printemps, je me sentais déjà comme une résidente à part entière de La Rochelle. J'avais mes propres itinéraires, mes endroits préférés. J'allais souvent à la plage, même quand il faisait frais. La mer était apaisante et m'aidait à réfléchir. J'avais de l'argent et je ne lésinais pas. J'allais au restaurant, j'achetais de la nourriture de qualité et parfois je commandais un taxi au lieu de prendre le bus. Raymond avait toujours été économe, mais à quoi bon économiser de l'argent à mon âge? Valérie appelait régulièrement pour me donner des nouvelles de la maison. Fabien avait été promu à l'usine et ils avaient un nouveau voisin qui était un terrible conducteur. La vie ordinaire des gens ordinaires. Elle ne mentionnait pas Émilien et je ne demandais pas. Simone appelait aussi une fois par semaine. Je lui manquais et elle se plaignait de n'avoir personne avec qui aller au cinéma ou simplement discuter. Je l'ai invitée à me rendre visite, mais elle a refusé. Hélène, dit-elle, je suis trop vieille pour me déplacer comme ça. Je suis heureuse dans notre ville. Viens au moins pour une semaine. Tu verras la mer. Tu te détendras. Peut-être en été. Mais je savais qu'elle ne viendrait pas. Simone était plus attachée à sa ville natale que moi. Le printemps à La Rochelle était magnifique. La ville reprenait vie après l'hiver, se préparant pour la nouvelle saison touristique.
J'aimais observer ce processus. Les façades des maisons étaient repeintes. Les routes étaient réparées. De nouveaux cafés et magasins ouvraient. J'ai aussi redécoré ma maison. J'ai acheté de nouveaux rideaux, plusieurs tableaux de paysages marins et de la belle vaisselle. La maison est devenue vraiment la mienne. Pas un musée du passé, mais un lieu pour le présent. Parfois, je pensais à Émilien, mais sans la douleur que j'avais ressentie auparavant. Le temps et la distance avaient fait leur œuvre. Je l'aimais toujours, mais c'était un amour pour un souvenir, pas pour une personne réelle. L'été a amené des foules de touristes dans la ville. Les plages étaient remplies de gens. Les restaurants restaient ouverts tard et de la musique jouait partout. Je regardais les festivités de loin, mais parfois je me joignais à elles. J'allais à des concerts en plein air et j'achetais des glaces comme quand j'étais enfant. « Madame Hélène, dit Marco un jour, vous avez tellement changé depuis votre arrivée. En mieux, j'espère. Bien sûr. Vous avez l'air heureuse. Heureuse? Je ressentais vraiment quelque chose comme du bonheur. Pas aussi vif que dans ma jeunesse, mais calme et mesuré. J'étais libre. Je n'avais pas à expliquer mes actions à qui que ce soit. Je pouvais vivre comme je le voulais. L'automne de ma 2e année à La Rochelle a été particulièrement beau. Les touristes sont partis et la ville a retrouvé son rythme habituel. J'allais toujours au café de Marco, me promenais sur le front de mer et retrouvais Marcel. Et puis, fin mars, le téléphone a sonné. « Mamie », ai-je entendu une voix familière dire, « c'est moi, Émilien ». J'ai failli laisser tomber le téléphone. Il s'était écoulé 18 mois depuis notre dernière conversation. Et sa voix me semblait étrange. « Émilien », dis-je avec prudence. « Comment as-tu eu mon numéro ? » Maman me l'a donné. « Mamie, j'ai besoin de te parler. » « Vas-y. Je veux m'excuser pour tout ce qui s'est passé, pour les choses que je t'ai dites, pour t'avoir fait du mal. » Sa voix semblait sincère, sans l'agressivité dont je me souvenais. J'ai senti un vieil amour se réveiller dans mon cœur. « Émilien, dis-je doucement. Je suis contente que tu aies appelé. Mamie, j'ai changé. Je me fais soigner. J'ai réalisé que j'avais tort. » Soigner? Où? Dans un centre de désintoxication à Marseille. Je suis clean depuis 3 mois. C'est merveilleux, mon chéri. Mamie, je veux te voir, te demander pardon en personne. Maman m'a dit que tu avais déménagé. Oui. Je vis à La Rochelle. Peux-tu me donner ton adresse? Je veux venir te voir. J'ai hésité. Le bon sens me disait d'être prudente, mais un cœur de mère, même de grand-mère, s'est avéré plus fort. D'accord, dis-je. Note l'adresse. Merci, mamie. Je serai là dans quelques jours. Émilien, dis-je. Je veux aussi m'excuser d'être parti sans te le dire. Tu en avais parfaitement le droit, répondit-il. Après ce que j'ai fait, c'est du passé. L'important, c'est que tu te fasses soigner. Oui, mamie. Je veux redevenir comme avant. Après la conversation, je suis restée longtemps assise avec le téléphone entre les mains. Émilien semblait différent, plus mature peut-être. Peut-être qu'il avait vraiment changé. Peut-être que le traitement l'aidait. J'ai appelé Valérie. Maman, dit-elle, il se fait vraiment soigner. Il est au centre depuis 4 mois. Il dit qu'il veut commencer une nouvelle vie. Tu l'as vu? 1 fois par semaine. Il est différent, plus calme, plus sérieux. Alors, il y a de l'espoir. Je le pense. Les médecins disent qu'il fait de bons progrès. J'étais ravie. Mon petit-fils avait donc vaincu sa maladie. Cela signifie que nous pouvons redevenir une famille. J'ai passé 3 jours à me préparer pour la rencontre. J'ai nettoyé la maison, fait les courses et préparé son gâteau préféré. J'étais aussi nerveuse que si j'allais à un rendez-vous galant. Jeudi matin, j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu Émilien debout, un petit sac à la main. « Bonjour, mamie », dit-il. Je l'ai regardé attentivement. Il avait vraiment changé. Il avait l'air en meilleure santé et plus propre. Il était bien habillé, les cheveux peignés, seulement ses yeux. Il y avait quelque chose de vigilant dans ses yeux. « Entre, mon chéri, dis-je. Comment es-tu arrivé? »« Bien, en bus. Tu dois être fatigué. Assieds-toi. Je vais faire du thé. » Nous sommes entrés dans le salon. Émilien s'est assis sur le canapé et a regardé autour de lui. « Jolie maison, dit-il. La mer est proche.
À 2 pâtés de maison. Tu veux la voir? Plus tard. Parlons d'abord. J'ai fait du thé et j'ai sorti du gâteau. Émilien a mangé de bon appétit et a loué ma pâtisserie. Nous avons parlé de diverses choses, de son traitement, de ma vie dans la nouvelle ville, du temps qu'il faisait. Mamie, dit-il soudain, j'ai vraiment changé. Je réalise à quel point j'ai été stupide. L'important, c'est que tu le réalises. Oui. Et maintenant, je veux tout réparer, finir mon traitement, trouver un travail, fonder une famille. C'est bien. Mais j'ai besoin d'aide pour ça. Quel genre d'aide? Une aide financière. Le centre est cher et je n'ai pas d'argent. J'ai senti quelque chose se contracter en moi. Était-il venu juste pour l'argent? De combien as-tu besoin? Ai-je demandé avec prudence. 3 000 euros. C'est pour le traitement complet. C'est beaucoup, Émilien. Je sais, mais sans ça, je ne pourrais pas aller mieux. Et tes parents? Ils n'ont pas cet argent. Ma mère est caissière. Mon père est mécanicien. Où trouverait-il 3 000 euros? Sa voix est devenue plus insistante. J'ai vu l'expression de son visage changer. Émilien, dis-je, je veux t'aider, bien sûr, mais c'est beaucoup d'argent. Mamie, il s'est penché vers moi. Tu as de l'argent. Tu as vendu la maison, plus les économies de papy. 3 000 euros, ce n'est rien pour toi. Émilien, dis-je. Tu es sûr que cet argent est vraiment pour le traitement? Bien sûr, a-t-il sauté sur ses pieds. Tu ne me fais pas confiance. Je veux juste être sûr. Tu ne me crois pas? Tu penses que je vais encore le dépenser en drogue? J'ai vu comment il s'énervait, comment son ancienne agressivité revenait. Apparemment, il n'avait pas autant changé que je le pensais. Émilien, calme-toi, dis-je. Assieds-toi. Parlons calmement. Je suis calme, a-t-il crié. Je veux juste que tu m'aides. Émilien, tu me fais peur. Te faire peur. Il a ri, mais c'était un rire de colère. Je ne te fais pas peur. J'exige. Tu exiges. Oui. J'exige ce qui m'appartient. Tu m'as déshérité, n'est-ce pas? Tu penses que je ne sais pas? Comment le sais-tu? Peu importe comment. Ce qui compte, c'est que tu l'as fait à mon insu. Sans explication. Parce que tu m'as insulté. Parce que tu as frappé ma mère. Alors c'est ça. Il a frappé du poing sur la table. La vengeance. La vieille sorcière a décidé de se venger. Émilien. Quoi, Émilien? Tu penses que je ne comprends pas? Tu veux me punir? Je veux que tu te calmes. Je ne me calmerai pas. Il m'a attrapé par le bras. Donne-moi l'argent, maintenant. Émilien, tu me fais mal. Donne-moi l'argent. Il a serré ma main plus fort. Où je le trouverai moi-même? D'accord, dis-je, effrayé. D'accord, je te donnerai l'argent. Laisse-moi juste partir. Bien. Il a lâché ma main. Où est-il? Dans la chambre. Attends ici. Je vais le chercher. Je suis allé dans la chambre, mais pas pour l'argent. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le 17, le numéro de la police. Police? A répondu une voix d'homme. J'ai besoin d'aide, dis-je doucement. Un homme est entré chez moi et me menace. On arrive. Mamie, a crié Émilien. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je cherche l'argent, ai-je répondu en cachant le téléphone. Je suis revenu dans le salon les mains vides. Où est l'argent? A-t-il demandé. À la banque. Il faut y aller pour le retirer. Ne me mens pas. Il m'a attrapé par les épaules. Où est l'argent? À la banque, vraiment. Alors on ira demain. Pour l'instant, trouve de l'argent liquide. Je n'ai pas d'argent liquide. Si, tu en as. Il m'a secoué. Tu dois en avoir. Toutes les vieilles personnes gardent de l'argent à la maison. Il a levé la main pour me frapper. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Police, ouvrez la porte. Émilien s'est figé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je menti. Tu as appelé la police? Non. Tu mens. Il a levé la main vers moi. Vieille harpie. Mais le coup n'est pas parti. La porte s'est ouverte violemment et 2 policiers sont entrés dans la maison. Ne bougez plus,
a crié l'un d'eux. Les mains en l'air. Émilien a essayé de s'enfuir mais le deuxième policier l'a attrapé. Lâchez-moi, a-t-il crié. C'est ma grand-mère. Je n'ai rien fait. Madame. Le policier le plus âgé s'est adressé à moi. Que s'est-il passé? Il a exigé de l'argent, dis-je. Il m'a menacé et a essayé de me frapper. Ce n'est pas vrai, a crié Émilien. J'ai juste demandé de l'aide. On a tout vu, a dit le policier. Vous avez levé la main sur une personne âgée. Madame, a dit le policier. Allez-vous porter plainte? Oui, ai-je répondu. Je le ferai. Mamie, a crié Émilien alors qu'on l'emmenait. Tu le regretteras. Je suis ton petit-fils. Tu étais mon petit-fils, dis-je doucement. Madame, a dit le policier, nous l'emmenons au poste. Passez demain matin et nous réglerons toutes les formalités. Quand la police a emmené Émilien, je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré, non pas de peur, mais de chagrin. Mon petit-fils était mort pour moi. L'homme que la police avait emmené m'était un étranger. Le soir, Valérie a appelé. Maman, dit-elle. Que s'est-il passé? La police m'a appelé. Émilien est passé, ai-je répondu. Il a exigé de l'argent. Il t'a menacé? Ce n'est pas possible. Il était en traitement. Il ne l'était pas, Valérie. Il nous a trompés. Il n'y avait pas de centre. Il se cachait juste quelque part. Valérie a pleuré. Je comprenais sa douleur. Le cœur d'une mère ne peut pas simplement se détourner de son enfant. Maman, dit-elle, que va-t-il se passer maintenant? Demain, je porterai plainte. Qu'on le juge pour violation de domicile et menace. Mais il est dangereux, Valérie. Pour moi, pour toi, pour tout le monde. Tant qu'il ne le réalisera pas lui-même. Maman, peut-être devrions-nous lui donner une autre chance. Non, dis-je fermement. Plus de chance. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je pensais à la façon dont j'avais perdu mon petit-fils quelque part en chemin. Peut-être quand il a commencé à se droguer. Ou peut-être plus tôt. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que j'étais enfin libérée de mes illusions. Mon petit-fils était devenu un étranger pour moi, et je ne me tourmenterai plus à essayer de le sauver. Demain, j'irai à la police et je porterai plainte. Que la loi décide quoi faire de lui. Et moi, je continuerai ma vie sans regarder en arrière.